C'est terriblement triste de l'entendre parce que je me demande pourquoi est-ce qu'il va falloir organiser une élection présidentielle au Congo. Même législative, je me demande pourquoi. Parce que M. Nguesso Sassou Denis, il est au pouvoir non pas par la force du droit, mais par le droit de la force. Vous venez de le signaler qu'il est revenu au Congo au pouvoir par un coup d'État sanglant du 5 juin 1997 qui a causé la mort de plus de 400 000 Congolais sur une population estimée à 3,5 millions à l'époque. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Vous vous rendez compte? Donc, ce monsieur ne peut pas parler de démocratie, tant sur le plan national qu'international, parce que tout le monde sait ce qu'il est. Donc, je suis surpris aujourd'hui qu'il y ait des gens qui appellent à sa candidature. Il faut rappeler, comme vous l'avez dit, lors du premier tour en 92, M. Nguesso obtient combien? Président sortant. 16,87% des suffrages exprimés. Donc, il est éliminé dès le premier tour. En 2016, quand l'opposition accepte pour une fois de concourir avec lui, mais les données que nous avions disent que le monsieur a obtenu 8%. Au moins, Donc, oui. le candidat qui est arrivé, l'un des candidats qui est arrivé en tête de cette élection en 2016, croupit encore en prison au jour d'aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Moukoko. En 2021, une partie de l'opposition accepte de l'accompagner. Mais le candidat dont les sondages donnaient vainqueur, mystérieusement meurt avant le premier tour. Voilà encore le monsieur qui a changé la Constitution le 21 octobre 2015, qui a fait tuer au moins 60 Congolais, qui a fait tuer au moins 60 Congolais pour changer cette Constitution. Donc, du coup, par rapport à sa propre Constitution qu'il venait de changer du 25 octobre 2015, l'article 70 de cette Constitution stipule que si l'un des candidats à l'élection présidentielle venait de décéder avant le premier tour, la Cour constitutionnelle annule l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas ce qui fut fait. Vous comprenez bien que le monsieur fonctionne par la force, non pas par la force du droit, mais par le droit de la force. Sa propre constitution Non, qui il faut venait de carrément changer, il ne dire l'a pas par le respectée. crime. Vous vous rendez compte? Donc, pourquoi aller aux élections? Oui, mais Donc, nous le dans tous les savons cas, tous. Chancel moi, Samuel, c'est quoi l'alternative? L'alternative, elle Si on ne va est pas aux simple. élections, c'est quoi l'alternative? Non, l'alternative, elle est simple. Et je profite de cette occasion d'appeler les populations congolaises à prendre, que nous prenions nos responsabilités. Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et merci de suivre R7. À mesure qu'on s'approche de 2025, comme sous une atmosphère sociale très critique et tendue, des alertes sans cesse sur la situation socio-économique actuelle du Congo-Brazzaville, une situation, dirait-on, chaotique et malheureusement qui ne semble pas interpeller le gouvernement congolais, les partisans de Denis Sassou Nguesso, ses accompagnateurs, qui se projettent plutôt sur la présidentielle 2026, faisant donc fi à la misère et le chaos que vit le Congo actuellement, résultat, comme vous le savez, d'une gestion hasardeuse caractérisée par le vol, les détournements des deniers publics en Syrie. On en parle aujourd'hui avec Chancel Mouassa Mouélé, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Chancel. Bonjour, Monsieur Perrin. Très heureux de vous recevoir sur le plateau R7, notamment dans Droit de savoir. C'est Alors, je vais réciproque, vous Monsieur Perrin. proposer, merci beaucoup. Avant de continuer, je vais donc vous proposer une vidéo, en fait, qui circule sur la toile, bien entendu, qui semble caractériser évidemment ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville sous les 40 ans de pouvoir sans partage de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit ici, bien sûr, et bien malheureusement, de la mort, j'allais dire, d'une icône
de la télévision congolaise qu'on a connu, on était encore jeune, Charlie Noël, qui évidemment a rendu une âme, mais dans un cadre qui interroge. Suivez. Ici, il n'y a pas de groupe électrogène. Il y en a pas donc, quand vous êtes pratiquement, la respiration, ça va augmenter. Même si tu es dehors chantant, tu dois un petit peu respirer. Après, quand le courrier vous fait. Que Dieu. Que rendre grâce à Dieu. Alors, Chancel, lorsque vous avez regardé ces images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Monsieur Perrin, c'est terriblement triste. C'est triste. Monsieur Charlie Noël, je l'ai connu, j'étais enfant, je devais avoir 4 à 5 ans quand il animait l'émission Vidéo 45. C'est un monsieur qui a bercé notre enfance et je tenais à m'incliner devant sa mort. Je souhaite mes condoléances à sa famille. Qu'il repose en paix. C'est triste pour notre pays parce que le système sanitaire est chaotique. Nos hôpitaux sont quasiment des mouroirs, monsieur Perrin. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Et parlons de Charlie Noël. C'est triste parce qu'il y a eu des appels. Il y a la société civile qui a lancé des appels, qui ont fait des alertes au gouvernement pour essayer de prendre soin de ce monsieur. Mais malheureusement, ils ont tout ignoré parce que pour eux, la culture, ce n'est rien. Monsieur Charlie Noël ne représentait rien à leurs yeux. Regardez l'état dans lequel est cet hôpital. Je connais bien cet hôpital, c'est l'hôpital Makelekele, hein, l'hôpital de base de Makelekele. Je connais très bien cet hôpital parce que, Et dans comme le tout même sens, il faut Congolais, signaler que l'hôpital de Makelele, c'est un des grands hôpitaux du Congo, un des premiers hôpitaux du Congo-Brazzaville. ah oui, Et et dans là, la on ville le de Brazzaville, voit dans le noir. Les carreaux ont changé de couleur, sinon se sont effacés. Et lorsqu'on regarde mais le cadre, mais franchement, et là, on est au Congo-Brazzaville, au cœur même de au Brazzaville. cœur de la ville. Nous sommes au cœur de la ville. Nous sommes dans l'arrondissement Makelekele, l'un des arrondissements les plus peuplés du Congo-Brazzaville. Vous vous rendez compte, monsieur Perrin? Regardez la situation, la salle dans laquelle il est. Il y a des vidéos de monsieur Charlie Noël avant qu'il ne décède. Mais vous voyez la salle dans laquelle il est, le lit sur lequel il est couché. Mais c'est un mouroir. Triste nouvelle, vraiment triste nouvelle. Comme vous pouvez le constater, monsieur Noël Massengo, alias Charlie Noël, une ancienne gloire congolaise de l'émission Vidéo 45, a été ramené à l'hôpital Makelekele. À l'occasion, je continue à dire ici, l'urgence, c'est l'évacuer soit vers l'Afrique du Sud, soit vers un pays européen. Parce que ici, ce n'est pas bon. C'est quand même Charlie Noël de l'émission Vidéo 45. Qu'est-ce qui se passe? Que ce monument culturel, historique du Congo soit descendu comme ça. Où est notre humanisme? Donc nous avons besoin du sang. Donc, Et ici, c'est évidemment, ça incompréhensible, relance un peu monsieur le Perrin. débat parce que généralement, On se demande à quoi sert le ministère de la Santé au Congo-Brazzaville. À quoi ça sert? Est-ce parce qu'eux, ils ne se soignent pas à Brazzaville, ils vont se soigner à l'extérieur? C'est peut-être là qu'ils nous traitent comme des chiens, comme des animaux? mais là encore, il faut se dire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les alertes ont été données, la situation a été presque connue de tout le monde, puisque c'est souvent passé à la télé, j'allais dire aussi sur les réseaux sociaux, au point où on a vu d'ailleurs Joe Washington Ebina aller le chercher chez lui pour l'amener, je crois, au Saphir, question de le mettre un peu dans des conditions plus ou moins, voilà, acceptables.
Mais là, le gouvernement n'est pas intervenu, on ne sait pas pourquoi, alors que dans le même temps, on voit bien, dernièrement, on a vu circuler sur la toile des, comment on appelle ça, des évacuations sanitaires de 5 personnes qui coûtaient près de 500 millions de francs CFA. Monsieur, avec 500 millions de francs CFA, on peut revoir le plateau technique du CHU, de Makelekele et de l'hôpital de base de Talangaï. Pourquoi évacuer les gens? On a vu ce que le président Mamadou Issoufou a fait au Niger. C'est pas impossible, monsieur Perrin. C'est pas impossible. Je pense Mais qu'il le c'est pense juste sciemment. qu'on pouvait donc Doute, utiliser cet argent monsieur pour... Perrin, permettez-moi, Oui, je je vous en doute que les prie. personnes qui avaient été citées lors de ces évacuations étaient vraiment malades. Je doute. Je pense que c'était un moyen pour eux de se faire de C'est l'argent. des morts, en Mais fait. C'est des ouais, fantômes. certains d'entre eux étaient déjà décédés. Donc, vous voyez la méchanceté de ce régime, la méchanceté de ces hommes qui dirigent ce pays-là. Donc, quelqu'un décède, on l'évacue, on débloque de l'argent pour quelqu'un qui est décédé. À quoi ça sert? Et des personnes qui n'ont quasiment pas servi la nation. En lieu et place de Mais monsieur pendant que vous le dites, Charlie pardon, Noël. Chancel, et dans le même temps, vous avez la célébration des mariages avec faste, des mariages princiers du clan Sassou Nguesso. Sur les réseaux sociaux, on vous montre comment on est en train de dilapider de l'argent, et c'est à coût de milliards de francs CFA que cela se fait. Voilà quelqu'un qui a servi la nation. Charlie Noël a fait quand même la joie des Congolais, des jeunes, a donné de l'espoir, a donné, comme qui dirait, voilà, a fait rêver les jeunes. Et voilà qu'on le retrouve dans cet état pendant longtemps, négligé, au point d'aller mourir, j'allais dire, dans une porcherie. C'est une porcherie. Vous avez vu sa dépouille dans l'obscurité totale. Les gens éclairent la salle avec des téléphones. Vous trouvez ça normal? Dans un pays comme Brazzaville? Vous trouvez ça normal alors qu'on a construit Mboulou, le barrage d'Imboulou? Vous trouvez ça normal alors qu'on a dilapidé 14 000 milliards de francs CFA? Mais c'est Mais une là honte. encore, on est dans un hôpital. J'imagine un peu s'il y a des opérations chirurgicales. Comment ça se passe finalement? C'est douloureux, c'est très douloureux, mais je dois le signaler. J'ai un frère, le regretté William Kombou Kéré, Papouche. Le monsieur fait une crise, c'est mon frère. J'ai suivi la situation en direct. Le monsieur fait une crise. On l'emmène au CHU, au centre hospitalo-universitaire de Brazzaville. Quand il arrive aux urgences, les urgentistes disent qu'ils n'ont pas de plateau adéquat pour le traiter. Donc, on l'accompagne mourir, on le laisse mourir. Et quand il meurt enfin, on vient leur dire, allez-y le déposer à la mort. Vous trouvez ça normal? Donc, ça signifie qu'à Brazzaville, aujourd'hui, au Congo, quand tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, tu sais que tu y vas pour mourir. Mais ce n'est pas normal. Ce pays n'appartient pas à M. Nguesso Sassou Denis. Ce pays nous appartient tous. Quand on est incapable de gérer un pays, on laisse. On ne peut pas. Et dans le même temps, alors que le système sanitaire est à terre, lui, il va fêter le mariage de son petit-fils à coups de milliards sur le contribuable congolais. Vous trouvez ça normal? Mais ce qui me cœur encore, ça c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'opposition congolaise se tait. L'opposition parlementaire se tait. Nous connaissons tout le régime de Nguesso Sassou Denis. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que M. Nguesso Sassou Denis est en train de faire aujourd'hui, la conférence nationale souveraine de 1990 et de 1991, elle l'avait dévoilé. J'étais très jeune à l'époque, mais j'ai eu à lire le rapport de la conférence nationale. Donc je ne suis pas surpris de ce que fait M. Nguesso Sassou Denis. On croit, quand on voit comment ça fonctionne, M. Nguesso Sassou Denis tient dans sa main droite la jeunesse de sa famille et dans la main gauche tous les délinquants qui l'ont aidé à revenir au pouvoir par son fameux coup d'État du 5 juin 1997 qui a causé la mort de plus de 400 000 Congolais. Et les Congolais sont nulle part. La jeunesse congolaise est nulle part. C'est lui qui avait décrété l'année 2024, l'année de la jeunesse. Je me demande s'il comprend lui-même que signifie mot jeunesse. Lui, il était jeune. L'État congolais lui a tout donné. Il a eu des bourses. Il a eu des bourses, mais il a tout donné. Il allait étudier pour les fonds du contribuable congolais. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas renvoyer l'ascenseur à la jeunesse congolaise?
Cette jeunesse Vous vous qui rappelez croupit dans la d'ailleurs, pauvreté il a aujourd'hui. 38 ans, 36 ans, je crois, lorsqu'il est ministre de la Défense. Très jeune d'ailleurs, et tout ça parce que le Congo avait mis les moyens qu'il fallait pour évidemment former voilà, ses compatriotes, voilà, la population pour devenir des cadres un jour. Et là, on se rend compte que Denis Sassou Nguesso est, mais curieusement, c'est comme si il est au pouvoir pour nuire aux Congolais, c'est le cas de le dire, pour détruire le pays, parce que depuis son retour au pouvoir, vous l'avez rappelé tout à l'heure, par coup d'État militaire en juin 1997, on se rend bien compte que le pays est exempt aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche. 27 ans après son retour, c'est un chaos total. Pas d'eau, pas d'électricité, c'est la misère totale, c'est des cris de détresse, c'est des grèves, c'est des salaires qui ne sont pas payés. Vous me disiez d'ailleurs pendant qu'on préparait cette émission qu'il y en a qui réclament aujourd'hui près de 76 mois de salaire. J'imagine, dans un pays, des fonctionnaires devenir pauvres. C'est incroyable, non? Je vais rester un temps soit peu sur le cas de la santé. Dans le cadre des Amis de la République, nous avons inspecté quelques hôpitaux de Pointe-Noire. Nous avons fait une descente nous-mêmes sur le terrain. Mais je vous assure que j'ai failli piquer une crise dans l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Juste à l'entrée de la pédiatrie, il y avait la dépouille d'un petit garçon, d'un nourrisson qui traînait là. Ça faisait 3 heures. Et quand on se ressent, qu'est-ce qui se passe? La maman de cet enfant, personnel, nous fait comprendre qu'on nous demande sans argent, on ne peut pas déplacer la dépouille. Et quand nous sommes entrés à la maternité, mais je vous assure, mais on se demandait comment est-ce que les femmes faisaient pour enfanter là. Quand nous sommes allés à la pédiatrie, on avait envie de pleurer. À quoi servaient les municipalisations accélérées? Oui, pardon, vous aviez envie de pleurer. C'est quoi? Est-ce qu'on peut nous décrire la situation? Parce que là, nos téléspectateurs vont se poser la question, c'est quoi ce que vous avez vu? C'est toujours bien de le rappeler. Les morts-nés, les morts-nés étaient quasiment abandonnés à leur sort. Donc les mamans de ces femmes-là, c'était les mamans de ces enfants, c'était à elles de trouver de l'argent pour, entre griffes, inhumer ces enfants-là. Les bébés, les enfants qui décédaient en pédiatrie étaient entassés juste à l'entrée sur des chariots. On les couvrait, on les laissait là. Tant qu'il n'y avait pas de l'argent pour les emmener à la mort. Nous sommes Et là là, dans un hôpital public, c'est ça. je vous assure, l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire, on ne me l'a pas rapporté. Je vous assure, dans le cadre des Amis de la République, nous avons fait une descente pour voir de nos yeux. Parce que ayant des amis à Pointe-Noire, des connaissances à Pointe-Noire qui se plaignaient, nous sommes allés toucher du doigt par nous-mêmes. C'est scandaleux. C'est scandaleux. À quoi sert le ministère de la Santé? On a des retours des amis, l'Agence nationale de l'électrification rurale. Ils sont à plus de 10 mois d'impayés, pas de salaire. Imaginez-vous qu'un individu qui a un enfant malade, il fait comment pour se soigner? Déjà dans nos hôpitaux qui sont des mouroirs, il fait comment? Il n'y a pas que l'ANR. Entre-temps, le CHU était en grève. Mettez-vous à la place de toutes les personnes, de tous les conseillers. Ils font comment? Oui, on a même renvoyé les malades à la maison, c'est ce qu'on a pris. J'en connais qui sont décédés. Je connais un qui est allé décéder à domicile. Un conseiller qui est allé décéder Oui, à mais domicile. on parlerait de non-assistance à la personne en danger ou carrément c'est un crime Voilà parce ce que si vous voilà ce que renvoyez le quelqu'un aller ministère mourir à pourrait. la maison, c'est un crime. Oui, c'est un crime contre l'humanité. C'est le cas de le signaler. C'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas l'accepter. L'hôpital assisté de Pointe-Noire, ils ont les impayés. Comment voulez-vous qu'un individu aille travailler alors que les conditions ne sont pas réunies? Alors que ses enfants n'ont pas mangé? Alors qu'il n'a pas pu scolariser ses enfants? Comment fera cet individu? Mais c'est lui ça. On ne peut pas gérer un pays, on abandonne. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Monsieur Nguesso Sassou Denis a lamentablement échoué. Pour lui, la politique est une fonction. Au lieu de s'occuper de la population congolaise, il ne s'occupe que de sa jeunesse. Des mariages à coups de milliards. On se demande est-ce que c'est une star américaine qui se mariait? C'est la grande question que nous nous posions. Oui, mais il y a quelqu'un qui me disait, en fait,
les deux, comme qui dirait, caractéristiques de Denis Sassou Nguesso, c'est que il disait la force de Denis Sassou Nguesso, c'est le crime, et sa faiblesse, c'est la loi. C'est quelqu'un qui n'aime pas la loi. Et la preuve d'ailleurs, on le voit, il respecte jamais la loi. Il a changé à la date d'aujourd'hui plus de 8 constitutions juste pour se maintenir au pouvoir, ou soit il fait un coup d'État, il change de constitution. Bref, alors là, nous étions sur le volet santé. Il y a le volet évidemment aussi, parlons des routes, parce qu'on a vu une image, voilà, une vidéo qui interpelle. Nous sommes au Congo-Brazzaville, sur la nationale, allais-je dire, numéro 2. Je vais vous proposer cette image et on revient sur le plateau. Suivez. Le Congo, pays émergent dans 2 semaines. Mon pays va bien. Nous sommes dans la route nationale numéro 2. On a encore un problème de route. Vraiment, c'est décevant. Pour un pays comme le Congo, on est incapable d'arranger même les routes. Même les routes. Hein? Si c'est pour bouffer l'argent du pétrole, ils sont les premiers. Mais pour arranger les routes là, c'est la pagaille. Hein? Pays émergent dans 2 semaines. Voilà ce qu'on vit encore au Congo. Sa voiture est remorquée. Chancel ça. Lorsque vous regardez le réseau routier, lorsque vous observez le réseau routier disons du Congo, hein, les deux grandes agglomérations, Brazzaville et Pointe-Noire, et dans le même temps, c'est un pays où tout le monde sait, c'est le 3e producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec une capacité de 350 000 barils par jour. Le Congo exporte les minerais, du bois, le Congo vend du gaz. Quel commentaire cela vous inspire de voir nos voies, nos réseaux routiers délabrés, totalement délabrés? Monsieur Tristan Purin, c'est triste de voir l'état de nos routes dans cet état. Je rappelle que comme M. Nguesso Sassou Denis a fomenté son coup d'état contre le président Massamba Deba en 68, l'état du réseau routier congolais n'était pas en piteux état. Les voies étaient bien goudronnées et nous avons un réseau routier parmi les meilleurs d'Afrique centrale. Ça, c'est le cas de le signaler. 40 ans après son accession au pouvoir, tout s'est dégradé au Congo. On dit que le développement d'un pays passe par le développement routier. Vous comprenez aisément que le monsieur ne veut pas développer le Congo. Je vous signale en passant qu'il avait dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'avait dit, que l'émergence du Congo sera en 2025. Mais cette vidéo que vous venez de montrer tout à l'heure, elle est de 2024. Là. On est à l'orée de 2025. À quelques jours d'ailleurs, de 2025. Voilà. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il le dit? D'ailleurs, il faut signaler que les grands travaux sont gérés par son neveu, M. Jean-Jacques Bouya. C'est lui le principal criminel. C'est M. Jean-Jacques Bouya qui a sûrement, pas sûrement, qui a certainement détourné cet argent pour des fins privées, laissant mourir les Congolais de faim, empêchant les Congolais de se déplacer sur leur propre territoire. Oui, mais il le fait avec, bien sûr, il doit le faire avec l'aval de Denis Sassou Nguesso. Mais évidemment, M. Christian, puisque c'est son oncle, ils ont fait de la politique une entreprise familiale. Je vous signale en passant que dans le gouvernement congolais, M. Nguesso Sassou Denis a un fils. Nguesso Sassou Denis Christian Nguesso. Je reconnais que si quelqu'un a la capacité, il peut travailler dans un gouvernement, mais le cas du Congo-Brazzaville, c'est criard, il me manque des mots. Il a une fille dans ce gouvernement, Néfer Ringani. Il a 2 beaux-fils dans ce gouvernement. Ce qui revient à dire que si tu veux aller dans le gouvernement, si tu n'es pas fils de Nguesso Sassou Denis, il faut donc épouser l'une de ses filles. Vous avez Rodrigue Ngonima et Hugues Ngolondele, qui sont ses beaux-fils dans le gouvernement. Il a 2 fils à l'Assemblée nationale. Il a un fils, Nguesso Sassou Christelle Denis. Je rappelle que ce monsieur, si notre Assemblée était un peu... si l'opposition parlementaire était un peu sérieuse,
elle aurait demandé une enquête sur monsieur Nguesso Sassou, Christelle Denis. Parce que, je pense que vous le savez, monsieur Laurent Sokoko, le citoyen Laurent Sokoko, l'Angolais, a affirmé, pas plus tard que hier, j'ai reçu une vidéo de lui, où il affirme que l'honorable ou l'excellence ministre Nguesso Sassou, Christelle Denis, avec son aide, sont allés voir le défunt président Eduardo dos Santos d'Angola pour l'aider à commettre un crime contre les institutions congolaises. Mais c'est public. Et Oui, c'est mais pas de moi, c'est Christelle lui-même. ce qui est plutôt beaucoup plus triste, j'allais dire, et curieux, c'est que les services de renseignement congolais ne disent mot là-dessus. C'est comme si, ben voilà, alors que c'est une information qui est donnée avec Mais oui, insistance. C'est bien curieux que personne ne s'intéresse à cette information. Et personne Laurent n'en parle. Sokoko a même dit, s'il faut aller témoigner à Brazzaville, il s'est porté garant. Mais curieusement, personne n'en parle. Personne n'en parle, personne ne veut l'écouter, même pas l'opposition parlementaire. Vous vous rendez compte? Et je vous signale en passant, vraiment ça fait rire, je vous signale en passant que dans l'Assemblée nationale, il y a l'un des fils du seul président élu démocratiquement au suffrage universel, direct, le président Pascal Siba, qui a été renversé militairement par ce régime. Et même lui, il ne dit mot. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais où allons-nous? Le Donc, Congo, en le dehors Congo, c'est un... de ce fils qui est député à l'Assemblée nationale, il y a une fille, Claudia Nguesso Sassou, à l'Assemblée nationale. Au Sénat, même chose. Mais finalement, là, Andrea on est Sassou dans un et empire, là. Wilfried Nguesso. On n'est plus dans la République. Non, on n'est plus dans une république. Sans parler de tous ses neveux, petits-fils et neveux qui sont des conseillers. Donc, ça signifie quoi ce pays? Les gardiens que je suis prêt sont des gens qui, je suppose, parce que dans un pays normal, un pays où les gens veulent se fournir, où les gens cherchent le développement, concourir dans ce concert de nations, s'imposer dans ce concert de nations, on se forme. Comme disait le président Pascal Siba, on ne peut transformer sans former. Mais malheureusement au Congo, on ne c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une vidéo de M. Nguesson Sassou Denis sur une chaîne internationale, Africa 24, où il dit que lui, à un certain moment, il a décidé de détruire l'éducation congolaise. Ce n'est pas de moi. Mais ce n'est Et pas une chose d'ailleurs, que je peux pendant que passer. vous le dites, pardon, pour illustration, je vais proposer donc cette séquence de la vidéo à nos téléspectateurs. Suivez. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà, donc ils ont décidé de détruire l'éducation, mais eux qui, c'est Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui est là depuis 40 ans, et c'est, voilà, malheureusement, on constate aujourd'hui, l'éducation est à terre, on a parlé de la santé tout à l'heure, mais il y a aussi des crimes, il faut revenir là-dessus. Je disais tout à l'heure, et il y a deux caractéristiques pour comprendre Denis Sassou Nguesso. C'est d'abord sa faiblesse, donc la loi, quelqu'un qui ne respecte jamais la loi, et sa force, c'est le crime, parce que c'est par le crime qu'il justifie à ses soutiens qu'il doit continuer à rester au pouvoir. Et bientôt là, nous allons aborder un autre volet sur, bien sûr, sa candidature à l'élection 2026, comme je le disais tout à l'heure.
dans mon introduction, nous sommes face à une situation chaotique au Congo-Brazzaville. Plus rien ne marche. Les cris de détresse. Il suffit d'appeler quelqu'un au Congo-Brazzaville pour comprendre que plus rien ne marche. Mais ce sont des faits. Ce n'est pas de la spéculation, on peut vérifier. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'état des réseaux routiers délabrés, pas d'eau potable. Je dis bien pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable dans les robinets au Congo-Brazzaville. Qu'on vient de nous dire le contraire, pas d'électricité stable, pas de voiries urbaines. Je ne sais pas si la situation d'Averda a été réglée ou comment ça se passe. Les Congolais ne mangent plus pratiquement, c'est un repas par jour, mais c'est toute une gymnastique pour s'attraper ce repas. Et d'ailleurs, ça se justifie avec des petits salaires du genre un SMIC, par exemple, à 50 400, vous imaginez ce que quelqu'un peut faire avec 50 400 francs CFA. Donc, c'est un peu dans ce contexte que finalement, certains partisans de Denis Sassou Nguesso commencent déjà à monter au créneau pour dire, voilà, il doit encore se présenter. Mais bon, quand on parle de l'élection présidentielle devant Sassou Nguesso ou face à Denis Sassou Nguesso, tout le monde sait ce que cela représente. En 1992, il a été battu, il n'est même pas arrivé au deuxième tour. Et depuis là, il organise ses élections à sa manière, voilà, avec des résultats déjà connus d'avance, truqués, c'est le cas de le dire. Mais curieusement, et malgré ce qui se passe maintenant, il y a tout de même des gens qui pensent qu'il doit se représenter pour 2026. Et il y a des opposants, curieusement, qui pensent qu'ils doivent aller à cette élection, participer à cette élection présidentielle de 2026. Quels commentaires vous en faites, vous? C'est terriblement triste de l'entendre parce que je me demande pourquoi est-ce qu'il va falloir organiser une élection présidentielle au Congo. Même législative, je me demande pourquoi. Parce que M. Nguesso Sassou Denis, il est au pouvoir, non pas par la force du droit, mais par le droit de la force. Vous venez de le signaler qu'il est revenu au Congo au pouvoir par un coup d'État sanglant du 15 juin 1997 qui a causé la mort de plus de 400 000 Congolais sur une population estimée à 3,5 millions à l'époque. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Vous vous rendez compte? Donc, ce monsieur ne peut pas parler de démocratie, tant sur le plan national qu'international, parce que tout le monde sait ce qu'il est. Donc, je suis surpris aujourd'hui qu'il y ait des gens qui appellent à sa candidature. Il faut rappeler, comme vous l'avez dit, lors du premier tour en 92, M. Nguesso obtient combien? Président sortant. 16,87% des suffrages exprimés. Donc, il est éliminé dès le premier tour. En 2016, quand l'opposition accepte pour une fois de concourir avec lui, mais les données que nous avions disent que le monsieur a obtenu 8%. Oh, bah oui. Le candidat qui est arrivé, l'un des candidats qui est arrivé en tête de cette élection en 2016, croupit encore en prison au jour d'aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Moukoko. En 2021, une partie de l'opposition accepte de l'accompagner. Mais le candidat dont les sondages donnaient vainqueur, mystérieusement meurt avant le premier tour. C'est sa dernière apparition publique depuis son lit d'hôpital, une vidéo publiée la veille de la présidentielle. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Il avait 60 ans. Une ultime défaite pour le principal opposant à l'indéboulonnable président Sassou Nguesso. Économiste de formation, fils du Premier ministre de Pascal Lissouba, sa famille est contrainte à l'exil après la guerre civile, remportée par celui qui tient toujours les rênes du pouvoir. À son retour au pays en 2005 et à la demande de son père, dit-il, il entre à son tour en politique. Il est même ministre de Denis Sassou Nguesso de 2009 à 2015. Avant de s'opposer en vain à la révision constitutionnelle voulue par le chef de l'État, il s'oppose ensuite à lui dans les urnes en 2016. Le scrutin pour nous n'est pas crédible. Mais que voulez-vous? Nous devons y aller pour respecter les institutions. Kolela arrive deuxième. Le scrutin est remporté pour la troisième fois par Denis Sassou Nguesso.
Pour cette présidentielle, Guy Brice Parfait Kolela rêvait d'alternance au Congo. Le président sortant, lui, est toujours aussi confiant. Voilà encore le monsieur qui a changé la Constitution le 21 octobre 2015, qui a fait tuer au moins 60 Congolais. Qui a fait tuer au moins 60 Congolais pour changer cette Constitution. Pour imposer, évidemment, pardon, c'est juste une parenthèse, il a fait tuer évidemment une soixantaine des jeunes Congolais qui manifestaient pacifiquement pour imposer cette nouvelle Constitution qu'ils veulent encore maintenant la changer. Je vais vous proposer donc un reportage relatif. C'était évidemment au cours de ce coup d'État constitutionnel, des jeunes avaient été assassinés et généralement on n'en parle pas assez. Suivez. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets qui étaient en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là sont remis en question. Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi. Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là, pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. On ne cherche que la justice et la réparation. Des Congolais sont morts, des Congolais ont été blessés, des Congolais ont été emprisonnés, ont perdu des biens de valeur. Et il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. En 2018, l'État congolais s'était engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse qui reste à ce jour non tenue. Contacté par nos soins, le ministère de la Communication a déclaré ne pas se souvenir d'un tel engagement pris par les autorités. Voilà, et donc, comme vous étiez en train de le dire, c'était juste une parenthèse. Après, on passera aussi au volet crime contre l'humanité que Denis Sassou Nguesso a commis. Donc, vous parlez de 2021, c'est ça? Donc, du coup, le candidat donné vainqueur par rapport au sondage en 2021, mystérieusement meurt. Mais nous savons, il y a eu des vidéos, que l'un des ministres menaçait ce dernier de mort. Peut-être pas de mort, mais le menaçait. Nous avons suivi ces vidéos lors d'un meeting. Oui, c'est Firmin Aessa. Firmin Aessa, voilà. D'ailleurs, pour les raisons, j'aime toujours illustrer voilà, ce que disent des invités et ce que nous diffusons sur R7. On va suivre ces menaces. C'est Firmin Aessa qui menaçait de mort Guy Brice Parfait. Kolela Aessa n'avait pas tardé. Hein. Après, bon, voilà, on apprendra qu'il décédait, voilà, curieusement. Suivez ces menaces et on revient sur le plateau. Soko motalin komeka motino na mosapi botika ya meka soko mwana moke
alingi kosaka na moto bakopekisaka ye onga na okolobaka wa nayebi ntina mwana moke kosakanaka na moto bakopekisaka ye mama kopekisa ye papa kopekisa ye koyoka te botika ya meka akosala nini akosala nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka makambo ya ntina ezanga ntina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Voilà, Firmin Aïssa avait dit, et quelques temps après, on apprendra donc le décès de Guy Brice Parfait Kolela. Donc, du coup, par rapport à sa propre constitution qu'il venait de changer, du 25 octobre 2015, l'article 70 de cette constitution stipule que si l'un des candidats à l'élection présidentielle venait de décéder avant le premier tour, la Cour constitutionnelle annule l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas ce qui fut fait. Vous comprenez bien que le monsieur fonctionne par la force, non pas par la force du droit, mais par le droit de la force. Non, il faut carrément dire par le crime. Vous vous rendez compte? Donc, pourquoi aller aux élections? Donc, les prochaines élections de 2026, à qui le tour? Monsieur Perrin. Donc, oui, mais à qui le tour, probablement qu'on va le savoir, hein, ça ne va pas durer, puisque 2026, je crois, c'est dans un an. D'ici là, vous avez dit, vous avez pris quelques exemples. En 2021, évidemment, le candidat qui était donné, en fait, vainqueur hein, dans les sondages, Guy Brice Parfait Kolela, va mourir dans des circonstances jusque-là non élucidées, mais mystérieusement, et très curieusement d'ailleurs. Le gouvernement n'a jamais parlé de cette situation, n'a jamais fait état de cette mort, n'a jamais rien organisé. C'était quand même un des plus grands opposants. Quelqu'un qui incarnait quand même la République, qu'on le veuille ou non. Et donc là, c'est un fait. Lorsqu'il revient au pouvoir, d'abord, pour la première fois en 1979, on sait ce qu'il a fait. Donc après avoir fait décapiter, il faut le dire comme ça, Mariam Gwabi, il a passé le pouvoir à Joachim Biobio Pango. Il savait que les jours qui suivaient, il devait reprendre son pouvoir, comme il sait le faire. En 97, il revient par coup d'État militaire. Une fois qu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné un génocide dans le Poul. Les éléments existent aujourd'hui et personne ne peut les réfuter parce que les preuves sont là et les charniers existent dans le Poul, ça on le sait. Les témoignages et la preuve, c'est son conseiller spécial, Jean-Dominique Okemba, qui dira « Nous avons tué dans le Poul, le ciel n'est pas tombé ». Je propose d'abord cet extrait à nos téléspectateurs et on revient sur le plateau suivant. Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire.
Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Ils nous avaient trouvés ici quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Par curiosité, nous avons voulu savoir ce qui se passait. Nous nous sommes rapprochés. Voilà comment ils ont mis la main sur nous. Ils nous ont dit ici, ça tire de partout. Allons vers l'hélicoptère. Quand nous sommes arrivés quelque part, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fait asseoir et ont commencé à nous demander de l'argent. Malgré que les parents leur avaient donné tout ce qu'ils avaient comme argent, ils nous ont gardés. Un parmi nous leur a posé la question de savoir qu'avons-nous fait. Ils l'ont abattu sur place. Ils ont incendié la maison. Des gens sont morts dans la maison, calcinés. Nous avons pris la fuite. Comment avez-vous fait pour fuir? Nous avons défoncé la porte et nous avions fui. Vos bourreaux étaient déjà partis ou ils étaient encore là? Non, ils étaient encore là. Ils étaient 10 cobras, balafrés. Et toi, tu t'es aussi brûlé? J'ai eu des brûlures ici et à la tête. Montre voir. Montre la jambe. C'est la prison, c'est pas la présidence. Et donc, vous pensez que une élection avec Denis Sassou Nguesso ne peut pas être à l'ordre? Ça ne se justifie pas parce que c'est quelqu'un d'abord qui, en fait, j'allais dire, c'est quelqu'un qui ne respecte jamais la loi. C'est un monsieur illégal. En fait, son pouvoir est illégal. Mais il est aussi illégitime et se maintient par la force, entre guillemets, mais par le crime. Et donc, pas question d'une élection avec Denis Sassou Nguesso en 2026, c'est ça. Mais pas question d'une élection. Le monsieur, il est dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Je vous rappelle qu'il est le président du PCT, alors que l'article 80 de la Constitution le lui interdit. Donc, la Constitution, au fait, au Congo n'existe pas. La Constitution, c'est M. Nguesso Satou Denis. Lui, il vaut la Constitution congolaise. Comment voulez-vous aller aux élections qui sembleraient être libres, transparentes et indépendantes avec un monsieur qui est président d'un parti? Les résultats ne peuvent pas être justes. D'autant plus qu'il n'a jamais gagné une élection. Je ne dis même pas une élection locale. Le monsieur n'a même jamais gagné une élection locale. Comment va-t-il gagner une élection? Quand nous avons des impayés qui vont de 10 à 60 à 80 mois, l'ANER, la Poste, les hôpitaux, le CHU, l'hôpital assisté de Pointe-Noire,
la morgue de Dolisie. Vous vous rendez compte, toutes ces structures qui ont des impayés? Qui va voter pour lui? L'université Marien Ngouabi est en grève. Et il risque une année blanche à l'université Marien Ngouabi. Ce monsieur, il pense aux Congolais, lui? Il pense à la jeunesse congolaise? Dans ce pays, les jeunes meurent pour trouver de l'emploi. Il y a eu un recrutement, vous avez vu, organisé par l'armée, où notre jeunesse allait mourir pour trouver de l'emploi. Qui peut voter pour lui? Ils sont incapables de transformer la matière première congolaise en produits finis sur place. Mais attendez, comment voulez-vous créer de la richesse? Qui peut voter pour lui? Et il le sait. Tout à l'heure, vous avez parlé des crimes, mais on ne peut pas oublier ce qu'eux, ils ont appelé, parce qu'eux, ils l'ont jugé, ils ont organisé un procès à Brazzaville. Les disparus du BID. Mais il faut dire les choses clairement. Les gens ont été assassinés. Je rappelle les faits. Courant 1997 et 1998, des citoyens congolais fuyant les troubles et violences nés des événements du 5 juin 1997, puis du 18 décembre 1998, s'étaient réfugiés sur le territoire de la République démocratique du Congo. À la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congos et le Haut Commissariat aux réfugiés s'accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville de ceux des réfugiés qui le désiraient. Au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvaient pas les membres de leur famille, qu'elles disaient cependant avoir rempli les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination de Brazzaville. Ainsi naissait l'affaire dite des disparus du Beach. Une enquête ayant été diligentée dès que les faits déplorés fussent connus, notamment à la suite des plaintes déposées le 3 et 8 septembre 1990 par M. Marcel Twanga, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, immédiatement après la réception des procès-verbaux dressés pour faire foi des investigations et des constatations de la police, ouvrait une information judiciaire contre personnes non dénommées des chefs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'était le 8 mars 2000. C'est très important pour la suite des événements. C'était le 8 mars 2000. Le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville fut chargé de conduire l'information judiciaire. À la suite de ces investigations, le magistrat procéda à l'inculpation du chef des infractions visées dans le réquisitoire introductif contre Norbert Dabira, Feu Blaise Adoua, Garcia Guy-Pierre, Jean-François Ndengue, Jean Ayev Alakwa, Marcel Tchourou, Emmanuel Avoukou, Feu Emmanuel Avoukou, Gabriel Ondonda, Rigobert Mobende, Vincent Vital Bakana, Samuel Mboussa, Dieudonné Yvon Sita Bantieri, Jean-Pierre Eswebe, Edouard Dinga Oba, Guy Edouard Tati. Alors que l'information judiciaire ouverte à Brazzaville suivait normalement son cours, une information judiciaire toujours contre personnes non dénommées fut ouverte des chefs de crimes contre l'humanité, pratiques massives et systématiques d'enlèvement de personnes, suivies de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan concerté
contre un groupe de population civile par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Meaux. Selon les informations parvenues à Brazzaville, le réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a été pris le 3 janvier 2002. Il faisait suite aux plaintes déposées le 7 décembre 2001 par la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Office congolais des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme. Les gens ont été mis dans des conteneurs et jetés dans le fleuve Congo. L'affaire des disparus du beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. On connaît l'un des directeurs de la police congolaise est parti de Paris notamment pour fuir la justice. Vous parlez de Jean-François Ndengue. Donc, il est bien clair, il est bien vrai, c'est le cas de le signaler, que le régime putschiste et dictatorial de Nguesso Sassou Denis est un régime criminel. On ne peut pas le cacher. Quand on ne respecte pas une loi, c'est un crime. Et quand on commet des meurtres, c'est un crime. Vous avez parlé du génocide dans le Poul, mais il ne faut pas oublier le génocide du Konongo. Il y a eu un génocide du Konongo qui n'a jamais été résolu. Les disparus du BIT, qui a été condamné? Personne. Mais nous connaissons ces criminels-là. Et pardon, avant de continuer, je vais proposer donc un extrait de vidéo, là où évidemment l'ancien président de la République, Joachim Yombi Opango, en parle d'ailleurs. Il parle évidemment du génocide à Ikonos. Suivez. Je ne fais pas de cours à mes jeunes officiers. J'aurai l'occasion, certainement, de discuter avec eux en commission sur ce qui s'est passé à Ouando. Mais je dis que je n'ai pas parlé d'exaction, je n'ai pas voulu soulever une polémique. Je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Ouando. Même quand Anga a quitté Ouando, on a continué. Les gens sont morts jusqu'au matin, Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 km de Ouando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on était à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Je voulais relever ces faits pour que M. Gonzia revoie ses archives et réécrive son document, parce que je crois que c'est nécessaire, et pour lui, et pour l'histoire de notre pays, que les choses soient dites simplement, sans que les uns et les autres, nous cherchions à nous dédouaner. Alors, Chancel Mouassa Mouélé, vous venez là de suivre l'ancien président de la République, Joachim Yombi Opango, qu'à Ouando, on a tué, on a brûlé, on a massacré les populations.
C'était un génocide. Et on se rend bien compte que finalement, le crime, comme on le disait tout à l'heure, la force de Denis Sassou Nguesso, c'est le crime. Un gros criminel à la tête du Congo. Et c'est le cas de rappeler ici l'article 96 de sa constitution de 2015 qui semble le protéger, mais en fait, là encore, c'est une illusion parce que finalement, il est conscient que le jour où il quittera le pouvoir, il sera rattrapé et je crois qu'il va se retrouver à la CPI. C'est la moindre des choses. Est-ce que c'est en connaissance de tout cela qu'il s'arrange finalement à demeurer au pouvoir? Question de se protéger de ses crimes. Parce qu'il n'y en a que trop. Il a trop tué. Il a commis trop de crimes. Et qu'il pense qu'il faut absolument rester au pouvoir pour se protéger. Parce que nous l'avons démontré tout à l'heure. Denis Sassou Nguesso ne peut jamais gagner une élection au Congo. Même face à voilà, un inconnu qu'on pourrait placer devant lui, Denis Sassou Nguesso ne peut jamais gagner une élection libre, transparente et démocratique. Est-ce que c'est pour finalement se protéger des crimes qu'il opère des passages en force pour se maintenir au pouvoir? Monsieur Christian Porin, je tenais à signaler que moi, monsieur Mouassa Mouélé Soncel, candidat aux élections libres, démocratiques et apaisées au Congo-Brazzaville, ayant pour adversaire M. Nguesso Sassou Denis, je le battrai dès le premier tour. Dès le premier tour, je le battrai. Je serai élu dès le premier tour, à plus de 50% des suffrages exprimés. Eh bien, donc, il faut aller maintenant, là, 2026. Non, mais maintenant, on ne peut pas. Les élections ne sont pas libres. Et comme je suis en train de vous le dire, il ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, apaisée, parce qu'il connaît comment il est arrivé au pouvoir. Nous le connaissons tous les Congolais le savent. Et c'est parce qu'il sait qu'il a tellement commis des crimes au Congo-Brazzaville, des scandaleux crimes économico-financiers, qu'il ne peut pas partir du pouvoir aujourd'hui. Il le sait. Parce que moi, c'est quelque chose qui me ronge le cœur. Je n'étais pas assez mûr à cette époque, mais j'ai lu les conclusions de la conférence nationale. Je regrette qu'après la conférence nationale, il n'y ait pas des poursuites judiciaires contre ce monsieur. Et M. Nguesso Sassou Denis le sait. Il sait que les Congolais ne commettront pas deux fois la même erreur. Il sait qu'aujourd'hui, il tombe, il sera jugé. Soit par la Cour pénale internationale, mais personnellement, je souhaiterais que ce soit les Congolais qui le fassent. Souvenez-vous que le président Pascal Lissouba disait, ce n'est pas le tribunal international qui va résoudre la crise au Congo-Brazzaville, mais ce sont des Congolaises et Congolais assis autour d'une table. Donc la situation de M. Nguesso Sassou Denis, moi, je souhaiterais que ce soit les Congolais qui le jugent. Et après, parce que le tribunal international sait bien ce qu'il fait, mais il n'a jamais été interpellé. Comment est-ce qu'il est revenu au pouvoir? Avec les forces extra-congolaises, nous le savons tous. Oui, des forces étrangères, des armées étrangères et des mercenaires étrangers. Mais oui, dis-moi, Chancel, qu'est-ce qui peut expliquer que certains Congolais, des jeunes en plus, qui, dans la situation chaotique que connaît le Congo aujourd'hui, se mettent à appeler à sa candidature à la présidentielle 2026? C'est étonnant d'entendre certains jeunes qui croupissent dans la misère comme 90% de la jeunesse congolaise d'appeler à la candidature de M. Nguesso Sassou Denis. Est-ce la fin qui le fait? Parce que nous savons qu'il a l'habitude de donner soit 2000 francs à qui l'applaudit, 500 francs CFA à celui qui le soutient. Est-ce cela? Je me pose la question. Mais ce qui est très grave, moi j'ai suivi, il y a le Premier ministre, Makosso Koliné, Anatole, le tristement Premier ministre congolais, qui avait fait l'éloge de M. Denis Sassou Nguesso, qui appelait déjà à sa candidature. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation. Ce Premier ministre qui est échoué, vous voyez l'état dans lequel est notre pays, il a lamentablement échoué. Il a lamentablement échoué. Et après, nous avons entendu parler des Banadol qui ont appelé à la candidature de M. Nguesso Sassou Denis. Parmi ces Banadol, on parle d'un certain ministre et député de l'UPADES, Honoré Nsayi. Oui. Mais, Monsieur Christian Porin, ça fait mal au cœur et ça fait honte. Ça fait honte. Je me demande si M. Honoré Nsayi est vraiment de l'UPADES. Parce que nous connaissons l'UPADES du professeur Pascal Lissouba. Nous connaissons ce que signifie être un moinadol. Un moinadol, c'est celui qui se bat pour l'alternance démocratique.
Un moine adulte, c'est celui qui se bat pour la transparence. Un moine adulte, c'est celui qui se bat pour la justice pour tout. Je doute que M. Honoré Ntaï et tout son groupe soient des moines adultes. Je suis moine adulte. Non pas parce que je suis fils de Dolizé, mais parce que je partage les idéaux des Banadols. Et je dis ici que les Banadols, les vrais Banadols que nous sommes, on n'a jamais soutenu M. Nguessan Denis. Aucun d'entre nous n'appelle à la candidature de M. Nguessan Denis. Nous nous battons pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Nous nous battons pour la chute de M. Nguessan Denis. Donc ce que M. Honoré Ntaï a fait, c'est pour garantir son poste ministériel, cela n'engage que lui. Ça n'engage pas les Banadols. Cela n'engage que lui. Donc, en dépit de cela, comme le disait Albert Camus, la bêtise insiste toujours. On a vu l'un des petits-fils de M. Nguessan Denis, Nguessan Yohan, appelé à la candidature de son grand-père. Je me demande si ce monsieur est de la cécité politique ou de la médiocrité. Parce qu'au vu de tout ce que nous venons de dire, personne ne peut appeler à la candidature de M. Nguessan Denis. Est-ce parce que le monsieur Yohan Nguessan a été nourri aux frais du contribuable congolais? Est-ce parce que la vie luxueuse que lui il mène se fait au dos de Congolais? Voilà pourquoi il demande à son grand-père qui se mettait au pouvoir par la force de rester, mais qu'il dise carrément à son grand-père de ne pas organiser une élection libre, de ne pas organiser une élection présidentielle. Parce que nous avons, aux dernières élections, on a les suffrages, 20% des Congolais sont allés voter. Ça représente combien? Oui, mais dans tous les cas, Chancel Mouassa Mouélé, c'est quoi l'alternative? L'alternative, si on ne va pas aux élections, c'est quoi l'alternative? Non, l'alternative, elle est simple. Et je profite de cette occasion d'appeler les populations congolaises à prendre, que nous prenions nos responsabilités. Parce que je pense que si tous unis, nous descendons dans la rue pour reprendre nos pouvoirs qui nous a été volés par M. Nguessan Denis, c'est vrai qu'au moment que j'en parle, certains vont dire, mais oui, il a l'habitude de tirer sur nous, il a l'habitude de nous tuer. Il faut savoir. Tout à l'heure, on vient de parler de Charlie Noël, qui était apolitique, mais il est mort. Parce que la gestion est chaotique, il en est mort. J'ai cité l'un de mes frères, William Kambou, père à son âme tout à l'heure, qui n'aimait pas du tout la politique, mais il est mort du CHU parce que la gestion est chaotique. Comme on dit entre Congo, Gebasiko, Gebasikvo, Gekifwa. Au Congo, c'est ça la loi. Donc nous sommes obligés aujourd'hui que nous descendions dans la rue pour reprendre notre pouvoir. Et je profite de l'occasion d'appeler aux forces armées congolaises. Je sais qu'elle a été cobralisée à hauteur de 80%, mais il n'y a pas que nos enfants qui meurent au CHU. Même ces fameux cobras, ces fameux délinquants qui ont accompagné M. Nguessan Denis à ce pouvoir, qui le soutiennent, leurs enfants, tous n'ont pas la possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger. Tous n'ont pas la possibilité de faire scolariser leurs enfants à l'étranger. Qu'ils se ressaisissent, qu'ils soutiennent cette population à reprendre le pouvoir qu'ils ont donné à M. Nguessan Denis. En un mot, c'est une révolution populaire. En un mot, il n'y a que la révolution qui peut changer la situation du Congo. Je signale, monsieur Christophe Perrin, que nos parents ont réussi à faire tomber M. Nguessan Denis en 92. C'est vrai que le combat n'a pas été... ils n'ont pas pu amener le combat jusqu'à la fin, mais nous avons le devoir, nous, parce que nous avons vu ce que nos parents ont fait, de faire partir M. Nguessan Denis. Nous avons peut-être perdu le combat, la guerre pour la démocratie en 97, mais cette bataille, nous devrons la gagner et nous la gagnerons. Voilà, vous avez dit il faut une révolution populaire et parce que vous estimez que le Congo est sous occupation par le régime, bien sûr, de prédation, il faut le dire comme ça, incarné par Denis Sassou Nguesso. C'est aux Congolais donc de matérialiser cela pour évidemment écouter les souffrances, la misère des Congolais. Et c'est maintenant ou jamais, sinon, ça sera encore pour 50 ans de misère. Vous pouvez le cocher, vous pouvez le noter quelque part. Merci donc, Chancel Mouassa Mouélé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo et j'espère que les jeunes ont entendu votre message. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo.
partagez massivement pour nous permettre d'atteindre les plus bas fonds du Congo, d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, de parfaire aussi notre référencement. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette interview que nous avons eue avec Chancel Mouassa Mouelé. Pour ce, on se dit au revoir et à très bientôt, mais bien avant, portez-vous très bien. Merci.